Bienvenue. On va voir aujourd'hui, à travers deux modèles en ma possession, ce que sont les platines vinyles tangentielles. Pour en comprendre l'intérêt, on va faire un peu de théorie illustrée sur la fabrication des disques vinyles et la meilleure façon de les lire. La musique est gravée dans un sillon sur la face du disque, du bord vers le centre. Et comme le disque tourne, ce sillon forme une spirale de plus en plus serrée à mesure que l'on s'approche du centre. Pour obtenir ce sillon en creux qui contient la musique sur la surface du disque, on doit réaliser un moule en négatif, une bosse, que l'on va venir presser sur la matière vinyle encore malléable, et ce des deux côtés. En fait, on prend en sandwich une boule de matière vinyle chaude, et donc malléable. Ce moule en négatif du sillon est fabriqué sur la base d'une matrice. Cette matrice est un disque en aluminium recouvert de laque que l'on va graver. Pour l'illustration, j'utilise ce laserdisc de karaoké taïwanais qui fera parfaitement l'affaire. Un burin va venir graver le sillon à la surface de ce disque en partant du bord et vers le centre, pendant que le disque tourne à la vitesse prévue. On obtient donc le sillon en forme de spirale sur la face de la matrice. Que remarque-t-on? Le burin de gravure va progresser du bord vers le centre, suivant une ligne droite. Quel est le problème? Le problème est que votre platine vinyle ne va pas lire le disque de la même façon qu'il a été gravé. Je vais disposer ici les éléments de base qui constituent une platine vinyle. On a d'abord un plateau. Je vais rajouter le tapis en caoutchouc. Ensuite, on va mettre un disque. Et enfin, je vais représenter le bras de lecture avec un dispositif anti-poussière, comme ceci. Je représente la trajectoire du bras de gravure de l'usine avec cette bande de papier. Imaginons que le plateau, et donc le disque, tourne à la vitesse de gravure, par exemple à 33 tours 1/3 par minute. Je simule la lecture du disque en bougeant le bras du bord vers le centre. On constate qu'il décrit un arc de cercle. On pourrait dire qu'on est bon au début et à la fin, mais pas au milieu. Je vais placer une autre bande de papier qui va représenter cet arc de cercle. Alors pourquoi on a ceci? Le bras de la platine tourne autour de son axe pivot. Le bout du bras peut donc décrire un cercle, et donc à la surface du disque, on retrouve cet arc de cercle. Alors, quelles conséquences cela donne? Premièrement, si on regarde les trajectoires par le dessus, on peut dire qu'au départ, on obtient un son qui correspond dans le temps à ce qui était gravé. Même chose à la fin. Par contre, au milieu, on va lire ce qui a été gravé en amont avec un petit délai rotationnel. On est en retard. Si on écoute simultanément un disque vinyle et un compact disque bien calé au départ, le disque vinyle va se décaler de plus en plus au fil de la lecture. Il prend du retard, comme si la musique ralentissait tout doucement et progressivement. Passé le milieu de la lecture, le vinyle va rattraper son retard, comme si la musique cette fois-ci accélérait. Et enfin, vinyle et CD terminent ensemble. Deuxièmement, c'est la position de la pointe de lecture qui n'est pas correcte. En début de lecture, la cellule est dirigée vers l'extérieur, elle n'est pas alignée avec le sillon. En fin de lecture, c'est l'inverse, la cellule est braquée vers l'intérieur. Dans ma représentation, la cellule est alignée avec le sillon qu'un court instant, au milieu de la lecture, là où elle est en retard. L'alignement de la pointe de lecture dans le sillon est quelque chose de très important. Tout est affaire de compromis comme d'habitude. On va essayer de croiser la droite de gravure et le segment courbe au plus près, afin d'avoir deux points communs où le réglage est parfait. Avant le premier point, la platine prend de l'avance. Entre les deux points, elle prend du retard. Et après le second point, elle reprend de l'avance. On essaye d'optimiser ainsi l'alignement de la cellule avec le sillon pour ne pas ruiner les disques et les pointes de lecture, surtout si elles sont elliptiques. Il existe pour chaque platine des gabarits qui vont vous permettre de régler au mieux l'alignement de la tête de lecture avec le sillon. Quelques petites remarques. On peut aplatir l'arc de cercle pour se rapprocher d'une droite en augmentant la longueur du bras de lecture. Les machines spéciales dans les studios radiophoniques des années 50-60 avaient le bras long, mais ça pose déjà un problème d'encombrement
et d'autres problèmes de résonance. Des platines compactes ont un bras assez court, ce qui n'est pas terrible, c'est de la dinette. Sur les platines que je possède, la distance entre l'axe pivot et la pointe de lecture est de 22 cm en moyenne. Ne vous inquiétez pas, votre platine vinyle, bien réglée géométriquement, donnera satisfaction. Les différences de temps ne sont pas perceptibles et tout va bien dans ce monde de petits compromis. Alors est-ce que l'on peut faire mieux pour lire parfaitement un disque vinyle? C'est là qu'entrent en scène les platines tangentielles. L'idée est de lire le disque tel qu'il a été gravé, c'est-à-dire en ligne droite, du bord vers le centre. Voici un premier modèle, c'est une Kenwood P5D. Elle est assez compacte, pas beaucoup plus grande qu'un disque de 12 pouces. On remarque l'information sur le capot linéaire. Petite parenthèse, pourquoi j'ai ce modèle? Dans les années 80, adolescent, dans un magasin d'électroménager, au rayon Wi-Fi, au détour de l'auditorium, je suis tombé nez à nez avec une platine verticale tangentielle Kenwood. Ça m'est resté. Dans les années 2000, merci Internet, j'ai cherché à m'en procurer une. Mes alertes automatiques me remontaient toujours un seul unique modèle en vente, celle-ci exactement. Au bout d'un moment, je l'ai achetée pour ne plus avoir d'alerte par mail à cause d'elle. Je précise qu'elle n'était pas chère, et après révision et remplacement du diamant, elle fonctionne bien. On va en faire le tour. Sur une platine tangentielle, pas question de poser soi-même la pointe de lecture sur le disque. C'est obligatoirement une platine tout automatique. Ce modèle P5D présente des touches de contrôle en façade. Alors, rapidement, on a le bouton marche arrêt. On a le choix de la vitesse de lecture 33 ou 45 ici avec le bouton speed. Il y a un bouton repeat qui fera que la phase du disque en cours de lecture sera relue en boucle indéfiniment. Play cut permet de poser le bras pour la lecture et de couper la lecture en cours. On remarque ce bouton culling ici, qui permet de reposer ou de relever la pointe de lecture sur le disque. Lorsque la pointe est levée, on peut faire avancer ou reculer le point de lecture avec les touches de flèche. Ensuite, on reprend la lecture en appuyant à nouveau sur culling. Rapidement, je vous parle de la touche recording. Cette platine peut être connectée à d'autres éléments de la chaîne Hi-Fi et on peut mettre par exemple une cassette en mode pause pour enregistrement. Et le fait d'appuyer sur recording, c'est la platine qui va piloter le lecteur de cassette qui va passer en mode enregistrement dès que la pointe de lecture sera posée sur le disque. Le but était ici de se rapprocher de la facilité d'utilisation des compacts disques laser. Je dis bien se rapprocher. Ce modèle ne gère pas le passage d'un morceau de musique à l'autre. Il faut se débrouiller avec les touches flèches pour déplacer la pointe de lecture et regarder si on arrive au-dessus du début du morceau désiré, ce qui n'est absolument pas évident. Ouvrons maintenant le capot pour voir la mécanique. Il n'y a pas de bras, il n'y a rien. La base ne présente que le plateau tournant. Quelle est cette diablerie? En fait, la cellule est située dans le couvercle lui-même. Un détecteur mécanique permet de savoir si le couvercle est baissé ou levé. Une autre détection permet à la platine de connaître le diamètre du disque, soit un 7 pouces, soit un 12 pouces. Il y a deux petites lampes dans le couvercle et des trous dans le plateau. Les détecteurs de luminosité sous le plateau perçoivent cette lumière. Si les deux détecteurs reçoivent de la lumière, c'est qu'il n'y a pas de disque. Si les deux détecteurs ne reçoivent pas de lumière, c'est qu'il y a un disque 12 pouces sur le plateau. Si seul le détecteur central est obstrué, c'est qu'il y a un 7 pouces en place. Alors, premier point négatif, seuls les disques en vinyle noir sont acceptés. Les disques transparents ne sont pas détectés, tout comme les disques de couleur qui ne bloquent pas assez la lumière. On va éviter aussi les disques voilés, de toute façon, quel que soit le matériel, il ne faut pas utiliser de disques voilés. Ce n'est pas grave, un disque couleur est fait pour être vu. Or ici, on ne voit pas le disque placé dans cette platine. C'est même difficile de le voir à travers le couvercle. Il faut vraiment s'approcher et se pencher pour voir le disque. Alors, de là à placer la pointe au début d'un morceau d'un album par exemple, c'est dur. On va tomber sur la fin du morceau précédent ou dans le début du morceau souhaité, presque jamais sur la zone de silence entre les morceaux. Gros plan sur la tête de lecture. On voit dans le fond ici un rail sur lequel elle va pouvoir circuler et ainsi décrire une trajectoire complètement droite et correspond exactement au gravage du disque. Alors l'avantage de ce genre de platine, c'est tout simplement on l'ouvre, on pose le disque, on referme et on appuie sur play et ça joue tout seul.
Alors on va essayer de contourner un petit peu les limitations de YouTube pour la musique. Je vais sortir un petit 45 tours, Frédéric Lecoultre, j'ai un poêle à mazout, et on va regarder comment ça fonctionne. Viens chez moi, ma mignonne, viens chez moi, ma louloute. J'ai un truc qui étonne, un gros poil à ma soupe. Viens chez moi, ma louloute. Bien voilà pour ce premier modèle. On va voir un petit peu le second modèle que j'ai enfin réussi à me procurer après quelques années de recherche. Voici donc la Kenwood P9 à lecture verticale. C'est un beau bébé de 9 kg. Le poids est dû au socle qui donne une bonne stabilité, mais surtout au volant d'inertie en aluminium moulé à l'intérieur qui va entraîner le disque. On va retrouver toutes les fonctions déjà vues sur le modèle précédent, mais il y a quelques petits plus avec cette montée en gamme. Alors non, ce n'est pas une alerte internet qui m'a permis de trouver ce modèle. C'est vraiment par pur hasard que je suis tombé dessus lors d'un vide-grenier. Dans une commune non loin de chez moi, il y a une brocante annuelle d'ampleur exceptionnelle qui concerne presque toutes les rues et ce sur toute la journée. Il y a entre 15 et 20 km à parcourir à travers toute la ville, avec des exposants sur les deux côtés des chaussées. Pour info, ce n'est pas à la braderie de Lille, c'est à Waterloo lors de la fête des Berloufs. En gros, j'y vais pour passer une bonne partie de la journée, histoire de se balader dès le matin, y casser la croûte le midi et continuer un peu dans l'après-midi. Il y a plein de choses à voir, on peut discuter avec tout le monde, revoir de vieux objets que l'on a pu connaître dans notre enfance, ou chez les grands-parents par exemple. Sans avoir l'intention d'acheter quoi que ce soit, je me balade en mode détecteur de vinyle, de vieux ordinateurs et accessoires, et d'appareils filles vintage, etc. Je ne me lève pas trop tôt, si bien que, résigné, je sais que les meilleures pièces sont déjà vendues. Et si les meilleures pièces sont encore là, c'est qu'elles sont trop chères. C'est pas grave, c'est une balade sympa. Cette année-là, il est déjà fin de matinée, mon regard glisse sur les bric-à-brac d'objets, à même le sol, quand soudain, sur un stand de matériel de moto d'un particulier, entre deux piles de pneus d'occasion, je vois cette boîte grise, la Kenwood P9. Il y avait de l'adhésif à carton de déménagement autour pour empêcher que son couvercle ne s'ouvre. Je bloque devant le stand. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Non, rien, que du matériel de moto. Je demande ce que c'est au vendeur. Il me dit que c'est une platine vinyle. Je demande s'il a des disques à vendre. Non, il n'en a pas. Je demande si elle marche. On la branche sur le groupe électrogène du stand d'à côté, il y a un voyant qui s'allume. Je demande à combien il l'a fait, réponse 10 €. Affaire conclue. Elle a bien sûr nécessité un peu de travail. Tout d'abord le retrait des traces d'adhésif et gros nettoyage. La mécanique du couvercle était complètement lâche car la courroie d'entraînement était détendue. Je lui ai redonné du grip pour éviter qu'elle ne glisse, ça a résolu le problème. J'ai bien sûr changé la courroie principale par une neuve et j'ai aussi entièrement recapé les cartes électroniques. Cette platine P9 faisait partie d'une gamme de Kenwood avec un ampli, un tuner, etc. dans le même look, et surtout l'épaisseur. Et un meuble était prévu pour accueillir tout ce monde. Remarquez que la platine est prévue pour être placée en bas du meuble. Cela explique pourquoi les boutons de commande sont sur le dessus de l'appareil. On remarque que la fonction des boutons est à la fois imprimée sur le dessus et sur l'avant de la platine, ce qui permet de l'utiliser soit en vue par-dessus, soit si on est en face, de voir exactement à quoi correspondent les différents boutons. Le bouton Power permet d'allumer ou d'éteindre la platine. Le bouton Speed permet de sélectionner la vitesse de lecture, 45 ou 33 tours 1/3. Le bouton Repeat permet de dire à la platine de jouer en boucle la phase du disque à lire. Mieux, si on appuie sur Repeat en cours de lecture, la platine mémorise la position de départ. Il faut ensuite appuyer une seconde fois à la fin du passage choisi pour que la platine mémorise la position de fin. Elle va alors lire en boucle le disque entre la position de début et de fin qu'elle a mémorisée. Le bouton Synchro. Si la platine est connectée au reste de la chaîne IFI par un câble dédié,
Il permet que le deck à cassette modèle X9 commence à enregistrer dès que la pointe touche le disque et d'arrêter l'enregistrement dès que la platine a terminé sa lecture. On retrouve le bouton Queuing qui permet de lever la pointe de lecture ou de la baisser en cours de lecture. Pendant cette pause, on peut utiliser les touches Forward ou Reverse pour déplacer le bras sur le disque. On peut aussi mémoriser la position de fin de l'extrait à lire en boucle avec le bouton Repeat. Le bouton Play Cut permet de démarrer ou d'arrêter la lecture du disque. Et enfin, le bouton Door Open Close permet d'ouvrir ou refermer le couvercle, ou plutôt la porte de façade de la platine, pour pouvoir placer ou sortir le disque. On va déjà voir le principe d'ouverture de la porte. Voilà, ça en jette, c'est la classe quand même, hein, même si au final, c'est pas très rapide. Alors voici l'intérieur de la bête. Pour les 33 tours, on les pose simplement dans ce réceptacle ici. Il y a l'arrondi en bas qui va accueillir le disque. Le 45 tours, lui, va poser ici, dans cet arrondi. Il y a deux petits patins en caoutchouc qui vont tenir le disque. Les disques étant parfaitement centrés, lorsque la porte va se refermer, ils vont s'aligner sur le centreur qui est ici. Donc le 45 tours va être pris sur le centreur principal. Et si on met un 33, ce centreur principal va s'enfoncer comme ceci. L'entraînement du disque est fait façon CD. Le disque est pris entre cette partie caoutchouc, entraîné par le volant d'inertie en alu qui est derrière, et tout simplement ce presseur. Et ici, je vais le passer à 45 tours. Voilà, il est repéré. La tête de lecture est rangée ici, dans cette partie qui la protège, et vient coulisser librement ici, en suivant le disque. Et là, on a une lampe qui va permettre son éclairage. On va regarder ce que ça donne lorsque la platine est fermée. On a donc un éclairage de cette partie graduée qui va permettre de suivre l'avancement de la tête de lecture sur le disque. Pour la détection du diamètre des disques, on a le même principe. Ici, deux petits détecteurs qui sont derrière, et ici, la lampe qui va éclairer ces deux petits détecteurs. Voici un plan sur la tête de lecture quand elle est rangée dans une zone de protection. Néanmoins, pour l'entretien ou la changer, je peux appuyer sur la touche Forward pour la faire avancer. Et voilà, je vais pouvoir y accéder et la nettoyer éventuellement. Alors, je vais placer un 33 tours. Je vais lancer la lecture sur ce 33 tours. Voilà, c'est parti, la lecture a débuté. Je vais me déplacer un peu plus loin. Et je vais reposer la tête. Voilà, la lecture continue à partir de cet endroit-là. Je vais stopper la lecture. La tête repart dans son logement de protection. Et bien voilà, on va écouter un disque. Alors je vous propose Willy, avec le titre très célèbre intitulé Des frites avec un petit pain. Avec un petit pain, des frites avec un petit pain, c'est peu de choses, mais ça fait du bien quand on se régale avec des frites et puis un petit pain. Des frites avec un petit pain, des frites avec un petit pain, c'est peu de choses. Ben voilà, j'espère que vous appréciez cette musique. L'utilisation est vraiment très très simple. Pas besoin de manipulation compliquée pour écouter nos vinyles. Un peu de chant de Noël maintenant.
Christmas Disco Party. Just like the ones I used to know. Voilà, on va arrêter là pour cette démo de la platine Kenwood P9. On va passer dans le haut de gamme des platines tangentielles avec cette Pioneer PL L1000. Je suis chez mon ami Olivier qui a récupéré cet exemplaire et qui l'a entièrement restauré et remise à neuf. Cette platine date de 1979 et pèse quelques 12 kg. Cette machine est hors norme par bien des aspects, par sa taille d'abord. Elle fait environ 50 cm de large, 45 cm de profondeur pour 15 cm de haut. Elle est entièrement en métal et l'intérieur est rempli de cartes électroniques. C'est une platine entièrement automatique. La vitesse de rotation du plateau est gérée par Quartz. Je place des liens dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette platine. Passons les boutons en revue. Power permet d'allumer ou d'éteindre la platine. Speed permet de choisir une vitesse de rotation en 33 ou 45 tours. Size permet d'indiquer la taille du disque 7, 10 ou 12 pouces. Les voyants à côté de chaque bouton indiquent quelle sélection est faite. Voyons les autres boutons à droite. Lorsque l'option Repeat est activée, la platine va lire en boucle la face du disque. Le bouton Arm élévation correspond à la fonction Queuing que l'on a déjà vue. C'est en quelque sorte un bouton pause qui va relever le bras et stopper la lecture. Si on appuie à nouveau, le bras va s'abaisser et la lecture va reprendre. Le bouton Start-Stop permet de lancer ou d'arrêter la lecture automatique du disque. Enfin, tout à droite, la molette notée Arm permet de déplacer le bras tangentiel pour le positionner où on le souhaite à la surface du disque. Ce pilotage du moteur linéaire est très doux et d'une grande précision. Quelle différence remarque-t-on aussi sur cette platine haut de gamme? Il y a un bras qui part du fond de la platine et qui coulisse sur un rail magnétique. Et surtout, ce bras est à la norme SME, ce qui permet d'y placer le type de cellule que l'on souhaite et ainsi encore de la faire évoluer. Pour équilibrer le bras en fonction du poids du porte-cellule et de la cellule elle-même, on retrouve un système de contrepoids. Eh bien, on ne change pas les bonnes habitudes, on va essayer cette platine avec mon album Disco de chant de Noël. Ici, pas de délai supplémentaire pour mettre le disque en place. Alors, la vitesse et le diamètre sont bons, je démarre la lecture avec Start-Stop. Le moteur d'entraînement présente un couple important, rien ne pourra le perturber. Essayons maintenant la touche Arm élévation et la molette de positionnement. Le déplacement du bras est rapide et silencieux, c'est que du bonheur. Time goes by and we have to realize that nothing. Allez, on change de face. Voyons maintenant la facilité de positionnement du bras pour trouver un morceau précis. Tout est rapide et fluide, aucune contrainte.
Voyons voir d'autres exemples de platines tangentielles. Voici la fameuse platine portable Sony PS-F9. Ce modèle fonctionne sur pile. Il existe une version avec un bras classique, et ici c'est une version tangentielle. On écoutera la musique grâce à des écouteurs stéréo, tels les Walkman de cette époque, début des années 80. Elle propose 2 sorties casque et une sortie ligne. On en trouve sur les sites d'annonces et de vente aux enchères, mais ce modèle iconique de Sony est très recherché et ça fait mal au portefeuille. A savoir que le fabricant de cellules Audio-Technica a réédité un modèle équivalent en série limitée, mais avec des fonctions modernes. Tout a bien sûr été vendu et il faudra attendre d'autres éditions. La marque Sharp a également produit des platines tangentielles, mais en a aussi intégré dans les chaînes Hi-Fi tout en un, avec radio et cassette, comme ici sur ce modèle VZ3000. Elle en a même équipé certains de ses boombox, comme le modèle VZ2500. Sharp a également produit des versions pouvant lire les 2 faces sans devoir où tourner le disque. Là aussi, votre portefeuille va souffrir, quel que soit le modèle que vous visez. Retour chez Sony avec un modèle que j'aimerais bien avoir, la PS-FL99. Elle peut être placée sous d'autres éléments de la chaîne Hi-Fi car elle s'ouvre comme un tiroir. Ce modèle analyse le disque et mémorise la position des différents morceaux. Ensuite, tout se pilote avec les boutons de la face avant, comme sur une platine laser. Elle propose même un afficheur des numéros de plage. Pour le prix, c'est toujours la même chose, ça va douiller. Pour ce dernier exemple de platine vinyle tangentielle, on va remonter en 1972. La marque Bang & Olufsen, au design très soigné et immédiatement reconnaissable, propose la gamme Beogram 4000 et pour la première fois un bras tangentiel piloté électroniquement. Le second bras solidaire du premier comporte un éclairage et un capteur pour définir le diamètre du disque. Les prix sont très élevés pour cette gamme et le constructeur a même fait une réédition de 95 exemplaires du modèle 4000C en 2020 sur la base de modèles existants qui ont été restaurés. Tout cela pour un prix de vente d'environ 10 000 € l'unité. En conclusion de tout cela, la platine tangentielle va lire le disque de la même façon qu'il a été gravé. Elle donne une autre expérience d'écoute des disques qui ne sont plus du tout visibles dans la machine, soit sont exposés par un appareil au design différent. Les manipulations des vinyles que l'on avait l'habitude de poser sur le plateau tournant sont modifiées, voire prennent plus de temps. Sur les platines de début et de milieu de gamme, le gain n'est pas évident. En effet, sur ces platines, le type de cellule est lié au modèle et on ne peut en changer. Ces platines sont également plus complexes. La différence induite par le chemin de lecture en ligne droite n'est pas perceptible. Je dirais donc que le mieux est l'ennemi du bien. Et je préfère utiliser une bonne platine classique, bien réglée et avec une cellule de qualité. Maintenant, pour ce qui est des platines haut de gamme. L'apport au niveau de la qualité d'écoute est bien réel. Une platine haut de gamme classique avec la même cellule sera distancée. Mais qui dit platine haut de gamme dit prix en rapport, d'autant plus que les platines tangentielles haut de gamme sont rares. Mais franchement, il faut avouer que posséder une platine tangentielle, c'est tout de même cool.